Bien, chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 28 avril, conseil supplémentaire par rapport à nos habitudes, puisqu'entre mars et juin, il n'y a pas vraiment de conseil habituellement. On va revenir sur la raison pour laquelle on a ajouté ce conseil, mais en un mot, c'est parce que les impératifs de suivi de la révision du plan local d'urbanisme nous a mené vraiment à organiser ce débat dès ce soir. Et puis, toujours de l'aménagement urbain, on a ajouté aussi une étape d'un projet dont on a largement parlé déjà ici même, qui est la construction de logements dans le quartier Jean Massé, puisque là, on a ce soir aussi une étape importante et qu'il ne faudrait pas manquer. Donc, je vais d'abord vérifier que le quorum est atteint, mais je pense que c'est largement le cas. Donc, Frédéric Bessé est là, Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, Stéphane Hautecoeur, Estelle Sueur, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, Sébastien Roth, Jean-Paul Recourt, Éric Muller, Eva Salvador est absente, excusée pour voir Stéphane Hautecoeur, Marie-Annick Laroche, Sylvie Poyet, Valérie Véron, Fabiola Basselin, absente excusée, Sandrine Marsal va arriver peut-être, Brigitte Dubois-Lombard est ici, Renaud Pradinck, Jérôme Jean va peut-être arriver, Caroline Legros-Humblot, absente excusée, Laurence Salier, absent excusé, pouvoir à Renaud Pradinck, Christine Delafosse, Sébastien Boguert, Magali Brugalski, Frédéric Bettencourt, Michel Levert, absent excusé, et Pascal Ribouillard, absente excusé, ce qui nous fait 19 présents, 4 pouvoirs, donc il y aura 23 votants. Non, j'ai dit une bêtise, il n'y a que 2 pouvoirs. Il y a 4 absents excusés, mais 2 pouvoirs. Donc il y aura 21 votants. Voilà. Il me revient de désigner volontaire un secrétaire de séance. Renaud Pradinck me regarde avec insistance. Je vais donc exaucer son souhait le plus cher. Ça te va? Merci. Pas d'objection à ce que ce soit Renaud ce soir? Merci. Bah, du coup, il veut prendre ma place, non? Ah. Très bien. Le point 2 est l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du 17 mars, qui était le vote du budget. Vous l'avez reçu. Y a-t-il des remarques ou des corrections à apporter? Je n'en vois pas. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ce procès-verbal? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous fais part d'un certain nombre de décisions, notamment des demandes de subventions, parce que nous avons sollicité le soutien de l'État au titre du Fonds interministériel de la délinquance pour un montant de 17 975, c'est-à-dire 50% d'une tranche de caméras de vidéoprotection. La subvention représenterait 50% de ce montant de travaux. Le 25 mars dernier, j'ai également sollicité le soutien financier de la DRAC pour un montant de 10 400 € pour les Olympiades culturelles qui sont en fait le nouveau nom de la fête de la musique plus du sport. La subvention auprès de la DRAC, Direction Générale des Affaires Culturelles, c'est 40% du coût total du projet. De même, le même jour, le conseil départemental de l'Oise a reçu une demande de notre part pour le même sujet des Olympiades culturelles pour 25% du coût total du projet. On revient sur la sécurité avec le conseil départemental à qui nous demandons 12 500 €, c'est-à-dire 42% du montant d'acquisition du nouveau véhicule de police municipal qui était devenu bien nécessaire. De même, le conseil départemental
est submergé de nos demandes pour la partie voirie du projet Jean Massé dont on va parler tout à l'heure. Donc 18% du coup de la première phase, et notamment c'est des travaux de dissimulation des poteaux d'éclairage, d'enfouissement, merci, je cherchais ce mot désespérément. Donc c'est pour ça que nous demandons une participation du conseil départemental. On revient au fonds interministériel de la délinquance, parce qu'on est dans des décisions chronologiques. Et là, on parle des boîtiers d'alerte PPMS dans les établissements scolaires, mais aussi dans certains services municipaux. Et là, on demande 80% de subvention, soyons fous, au fonds interministériel de la délinquance. Enfin, nous avons prolongé le bail de la société Tri-Énergie, puisque vous savez qu'ils sont hébergés depuis l'année dernière dans le bâtiment avenue de la Commune de Paris entre les deux écoles. C'est une société, une entreprise locale qui, dans quelques mois, va basculer sur le nouveau quartier des Trois Étangs, dans un local aménagé et qu'ils ont acheté. Donc, le temps de finaliser les travaux de seconde œuvre, ils avaient besoin de prolonger un peu leur bail chez nous jusqu'à fin août. Voilà ce qu'il en est pour ces décisions dites du maire. Est-ce qu'il y a des demandes d'informations ou de précision sur ces sujets? Je n'en vois pas. Alors, nous abordons le débat du conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire la partie action stratégique du plan local d'urbanisme. On va revenir sur les différentes phases. Je n'en rajouterai pas, sauf pour vous dire que c'est vraiment un débat qui est dans le prolongement du débat que nous avons eu ensemble en majorité municipale sur les diagnostics. On avait fait une séance de créativité pour dresser ensemble les forces et les faiblesses de la ville et les opportunités et menaces qu'elle devait affronter dans les 10 prochaines années. Là, on a basculé plutôt sur les actions qui, évidemment, étaient cohérentes ou qui, je pense, le seront si vous en jugez ainsi. Les actions sont cohérentes avec le diagnostic qui a été fait. Voilà, il y a donc des grands thèmes. Nous accueillons Madame Lefebvre, qui est la consultante qui réalise cette révision. Est-ce que l'adjoint à l'aménagement veut redire un petit mot supplémentaire? Bonsoir. Donc juste pour remarquer que le PADD, c'est quelque chose qui est vivant. Donc aujourd'hui, on fait un débat. Il n'y aura pas de vote. C'est simplement, on actera comme quoi le débat a bien eu lieu. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est que les documents qui vous ont été envoyés ont déjà été modifiés, puisqu'il y a eu une réunion mercredi dernier avec toutes les personnes associées, c'est-à-dire le département, l'ABF, l'État, etc., qui ont déjà fait des remarques. Et vous allez voir que par rapport aux documents qui vous ont envoyés, on a pris en compte aussi leurs remarques. Donc ce soir, il y aura des remarques qui seront faites. Le document pourra être amendé et on pourra l'amender aussi jusqu'au moment où on arrêtera définitivement le PLU. C'est-à-dire que si dans la phase réglementaire, on se rend compte que certaines choses ne sont pas en adéquation avec le PADD, tout ça, c'est évolutif. Donc ce soir, c'est bien un débat. L'objectif, c'est bien d'échanger, de prendre acte éventuellement de remarques et de changements. Et ce n'est pas figé à ce soir, c'est-à-dire que les discussions continueront et sont toujours les bienvenues. Voilà. Exactement ça, et je me faisais confirmer qu'on a jusqu'à fin juin pour faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire enrichir encore le projet d'aménagement. On aura, d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, un petit décalage temporel pour le prochain conseil qui glissera sur début juillet. J'espère que vous ne serez pas trop en vacances, parce qu'on a quand même besoin de clore la nouvelle étape dont on vous parlera, qui s'appelle l'arrêt du PLU, mais la fin définitive ne sera pas avant la fin de l'année civile 2025, après une enquête publique. Voilà. Je sais que Mme Lefebvre va vous redire tout ça, mais effectivement, j'insiste parce qu'il faut qu'on soit au rendez-vous et qu'on termine bien sûr ce mandat avec un outil de planification stratégique privilégié. Voilà pour nous. À vous, Madame. Vous avez 10 minutes. Non, je plaisante. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Oui, donc ce soir, nous sommes sur un débat
sur le projet d'aménagement et de développement durable, qui est le projet des prochaines années, des 10 prochaines années, voire plus, de votre territoire. Donc c'est un débat, à la fin ça ne sera pas un avis favorable ou défavorable. Et en effet, comme l'a dit Monsieur le maire et Monsieur Rotz, c'est un document qui s'enrichit, qui évolue et qui est la base de la traduction réglementaire sur le cadastre, en règlement écrit, en orientation d'aménagement. Donc c'est vraiment la base et ce sont les ambitions affichées de votre territoire sur son avenir. Alors on peut avoir en effet beaucoup d'ambitions, mais on a aussi le code de l'urbanisme qui s'impose à nous et les services de l'État qui sont assez vigilants et qui ont le rôle de voir s'articuler le document avec le territoire, mais aussi les règles qui s'imposent à nous et les évolutions réglementaires qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, en effet, vous avez eu un document qui vous a permis de voir quels étaient les axes qui ont été développés lors de ce projet qui fait suite au diagnostic, à la connaissance de votre territoire. Donc, nous avons identifié plusieurs objectifs qui nous ont permis ensuite de définir des axes et qui seront ensuite traduits sur la partie écrite. Donc, les principaux objectifs sont le vivre ensemble, que l'on avait évoqué ensemble, asseoir le statut de petite ville d'équilibre, puisque en effet, votre territoire accueille de nombreux services, des équipements, des commerces et emplois sur votre territoire, et vous êtes identifié au sein de l'AXO en termes de communes d'équilibre. Donc, c'est d'asseoir à travers ce PLU, en effet, votre statut d'un point de vue géographique et organisationnel. L'un des points importants est de créer un vrai cœur de ville autour de la place de la République, là où nous avons une centralité avec des commerces, avec de l'activité, et puis un espace au cœur de la ville. Qui dit place de la République, on a en effet la place en elle-même, mais nous avons aussi l'arrière et un espace un peu plus à l'écart qui est l'espace Jean Massé, qui constitue en effet quelque chose qui gravite autour de ce nombre d'or de la commune. Le projet de PADD détermine aussi des objectifs que l'on verra par la suite, mais liés à l'emploi, mais aussi à l'accueil de population. Quel est le projet démographique qui se traduit en nombre d'habitants et nombre de logements pour accueillir cette future population en fonction des éléments diagnostiques que nous avons identifiés. Et donc l'un des objectifs est de maîtriser la croissance dans la quantité de logements et la typologie. Vous avez aujourd'hui, au janvier 2022, 30% de logements locatifs sociaux déjà identifiés sur le territoire, de nombreux logements intermédiaires qui ont été réalisés et du logement collectif ainsi que du pavillonnaire, de l'individuel. Donc, on est dans une thématique de densification de la trame urbaine puisque les différentes lois successives nous dirigent vers une densification pour éviter de consommer de la terre agricole. Et peut-être avez-vous entendu parler de la loi zéro artificialisation nette qui va nous demander à l'échéance 2050 de ne plus consommer d'espace et donc de retravailler sur la ville elle-même. Donc l'un des objectifs, pour être dans le courant et répondre aux services de l'État, puisque les services de l'État nous demandent de respecter ces échéances, eh bien, ça va être de densifier le cœur de ville, la trame urbaine, avant d'aller consommer de l'espace agricole. Densifier tout en préservant l'identité de chaque quartier que vous avez identifié et qui ont une morphologie, une architecture, un patrimoine différent. Donc, on préserve votre identité en fonction de ce projet de développement. L'un des points a été aussi de résorber la friche de la sucrerie, qui est entre un quartier ancien, un quartier qui s'est développé, une activité qui est en position centrale. Que faire de cet espace? Donc, ça fait partie d'un des projets de cette échéance du PLU. La friche, c'était un acteur économique et vous avez de nombreux acteurs présents sur le territoire. Donc, l'un des objectifs du PLU est de développer l'économie, de relancer l'emploi pour permettre aux habitants de résider et d'habiter sur le territoire.
ce qui concourt au développement durable, puisque cela signifie moins de déplacements motorisés sur le territoire. Donc, en restant sur le territoire, on se déplace moins, on fait profiter les commerçants, on utilise les services, les commerces, et voilà, on préserve le cadre de vie de chacun. Dans les déplacements, c'est un point aussi très important dans le code de l'urbanisme, et c'est ce que nous avons étudié dans le diagnostic, c'est aussi de travailler sur l'organisation de la mobilité entre le nord et le sud. Nous avons une coupure sur votre territoire qui est liée à la présence de la ligne ferroviaire. Donc, essayer de trouver des transversalités pour traverser cet axe. Et puis, nous avons aussi travaillé sur un axe est-ouest, quand on est plus sur le plateau agricole. Et donc, de réduire aussi, d'essayer de stabiliser le flux routier en fonction des éléments identifiés sur les différentes départementales. Et enfin, nous avons le patrimoine, la préservation de votre patrimoine, à la fois naturel et patrimonial, puisque vous êtes reconnu pour vos monuments et votre cadre de vie. Donc, l'un des objectifs est de préserver et de valoriser ce patrimoine, tout en prenant en compte les risques naturels identifiés sur votre commune. Donc, la présence de l'Oise fait qu'il y a évidemment des risques d'inondation. Vous êtes une commune avec un plateau, un coteau et une vallée, donc aussi des risques de ruissellement. Et puis, il y a des carrières, des départementales, donc des risques de transport de matières dangereuses. Donc, tous ces éléments-là ont été identifiés et sont mis en connaissance pour, en effet, définir un projet qui correspond avec ces enjeux. Voilà. Merci. Juste un petit commentaire. Les deux premières lignes, c'est ce qui pourrait être mis en exergue de tout le reste, c'est-à-dire que notre rôle est de permettre demain aux habitants de vivre ensemble, et notre positionnement, c'est bien cette histoire de petite ville d'équilibre, c'est-à-dire beaucoup de services, mais en même temps une qualité de vie presque digne d'un village. Donc ça, c'est presque à part du reste. Sur le reste, vous voyez apparaître, et on y reviendra tout à l'heure, des très gros morceaux. La requalification de la place de la République et des abords, c'est un gros morceau d'aménagement urbain qui est très important et de choix urbain sur le rôle de cette place. De même, après avoir aménagé tout le quartier qui est devenu celui des 3 étangs, se dire que les 10 prochaines années doivent être enfin le moment pour résorber la friche de la sucrerie, c'est un choix urbain fort. Tout est après dans la capacité qu'on a d'équilibrer une fois de plus les problématiques économiques, artisanales à cet endroit-là et la création de quelques logements de plus, parce que il ne nous a pas échappé que nous avons bien mérité de la patrie depuis quelques années sur les logements. Sur la mobilité vers le sud, alors on est un peu décalé, hein, c'est le sud-est, pas le sud profond, mais tout le passage de la voie ferroviaire, on y reviendra en questions diverses en 2 minutes, parce que nous avons, avec Stéphane, été reçus par Madame le sous-préfet suite au 18e accident qui a impacté notre passage à niveau de centre-ville. Donc on y reviendra aussi en questions diverses pour que les habitants sachent que nous continuons à nous battre. Voilà sur cette première page. Mais on retrouve tous ces thèmes, bien sûr, dans les différents chapitres qu'on ne regardera pas en détail, puisque vous les avez aussi, je pense, lus sur votre table chevet depuis une dizaine de jours. Donc, en effet, j'ai préparé un document qui est une synthèse de ce que vous avez peut-être consulté en préparation de cette réunion. Donc, nous avons plusieurs axes qui ont été déterminés pour répondre à ces objectifs. Le premier axe est de poursuivre l'amélioration de la qualité urbaine de la commune, donc qui s'oriente sur la place de la République, sur les commerces, sur les services que vous avez en présence, maintenir votre statut de petite ville, de poursuivre l'embellissement de la ville et de ses espaces publics, de pérenniser le patrimoine architectural et naturel en lien avec l'abbatiale et ses abords,
Et également, en parallèle de de la révision du PLU, un périmètre de délimiter des abords du monument, du monument historique est en cours de réflexion. L'architecte des Bâtiments de France, en effet, travaille à modifier ce périmètre, j'allais dire arbitraire, de 500 mètres des abords, qui est le périmètre classique, en un périmètre qui est plus ajusté en fonction des cônes de visibilité que l'on peut avoir sur et depuis le monument. Donc ça, c'est un élément aussi de préservation de votre qualité urbaine. Cette étude viendra s'intégrer dans le PLU et qui devra aussi faire l'objet d'un arrêt, d'une approbation dans le PLU. La mise en valeur des jardins partagés, ça aussi, c'est un élément important en présence sur votre territoire. Donc, améliorer la qualité urbaine, c'est privilégier ces jardins et les restaurer, les valoriser. Nous avons évoqué la friche de la sucrerie, mais il y a d'autres friches également présentes sur le territoire. Donc, l'une des thématiques, ça va être d'essayer de les résorber, ces friches industrielles et commerciales, pour améliorer l'image, en effet, de la commune, mais aussi de pouvoir y installer des futures activités ou des logements. Organiser la mobilité, c'est ce que l'on a vu au-delà de la voie ferrée, et puis sur une orientation aussi est-ouest. Réduire le trafic ou organiser les déplacements en fonction des fréquentations et des flux constatés sur les différentes départementales. Ouais, en fait, ce que je vous dis, c'est ce qu'on a un petit peu vu en préalable. On a aussi les bords de l'Oise, puisqu'on a un projet communal, mais qui intègre aussi d'autres projets vus dans l'AXO, donc préserver les bords de l'Oise. Des liaisons douces, l'identité de chaque quartier. Et donc, pour chacun des axes, nous les avons traduits sur un document graphique que vous devez avoir en effet maintenant à l'écran, que nous avons cartographié en fonction des différents axes. Le cadastre n'apparaît pas puisque ce sont des principes de développement en définissant des axes, des localisations sans précision, puisque ce sera ensuite le règlement écrit et le zonage qui viendra définir à la parcelle tous ces axes que nous avons, écrits dans nos objectifs. Donc on a la qualité urbaine, on a le développement et le renouvellement urbain avec la priorité à la densification dans la trame urbaine, mais nous avons aussi identifié des zones de développement avec des priorités en fonction des secteurs, de la présence des réseaux et des enjeux qui se font à une échéance plus courte. Un projet démographique, puisque pour se projeter dans le temps, il faut qu'on puisse se dire combien d'habitants allons-nous être dans 10 ans. Et en fonction du nombre de logements qui a été construit depuis 3 ans, c'est-à-dire 210 logements, les chiffres de l'INSEE n'ont pas encore été actualisés. Donc en fonction de ce nombre de logements, nous avons estimé que nous étions rapprochés du chiffre de 5000 habitants en population totale aujourd'hui et que nous projeter à l'échéance 10 ans avec les projets connus d'aménagement, nous serions sur un accueil d'environ 300 à 400 habitants dans 10 ans. Ça signifie donc une progression annuelle d'environ 1% sur la période du PLU. Ces logements, donc, on les répartit sur l'ensemble du territoire en fonction des spécificités de chacun des quartiers pour garder le patrimoine, le cadre de vie de chacun. Et pour, en effet, répartir ce nombre d'habitants, nous l'avons traduit en nombre de logements en créant des priorités suivant les secteurs que nous avons identifiés. Et donc, le document que vous avez, on va passer en effet les petites diapos après, encore après. Voilà, la priorité 1, la précédente. Voilà. Donc, ce que vous voyez apparaître en rouge, ce sont les éléments qui ont été échangés lors de la réunion de mercredi dernier avec les services de l'État qui nous ont demandé de préciser des petits compléments. Donc, c'est ce que nous avons affiché pour que vous puissiez voir les évolutions.
Donc une priorité de certains secteurs de développement, là où nous avons déjà des réseaux présents, déjà des disponibilités foncières, déjà des réflexions. Ce sont des projets d'urbanisation à l'échéance 2031, puisqu'en effet, nous nous projetons à 2031 et ensuite une autre phase un peu plus tardive pour répondre à une consommation d'espace encore plus faible, en répondant au zéro artificialisation. Et donc, dans cette priorité 1, nous avons la sucrerie, la friche de la sucrerie, l'urbanisation d'un terrain communal que vous avez sur la rue de l'Ardilière, la finalisation du quartier des 3 étangs, puisqu'en effet, il a été aménagé sur une partie. Il reste encore 2 hectares à aménager. Et nous avons aussi, au nord-est du territoire, en bordure de la rue du 19 mars 1962, un terrain qui pourrait aussi être aménagé, puisqu'il crée la continuité entre 2 secteurs urbanisés, avec des liaisons routières, des trottoirs déjà présents et des équipements. Donc nous avons inscrit ces éléments dans une première phase de développement qui répond en effet à l'objectif démographique d'accueillir de nouveaux habitants sur le territoire. Et à chaque fois, vous avez des petites diapos des petites photos qui vous permettent de visualiser leur localisation. Ensuite, nous avons priorité 2 et priorité 3. Donc là, on peut être aussi à moyen terme, mais toujours en 2031. Nous sommes sur des terrains qui sont en limite avec la commune de Villers-sous-Saint-Leu, où là, nous avons une multitude de propriétaires un peu plus importante que sur les autres secteurs. Plus de difficultés à accéder au niveau des réseaux et des chemins. Et par contre, d'un point de vue agricole, une difficulté pour les exploitants à cultiver avec la proximité des riverains. Et de l'autre côté de la commune, à Villers-sous-Saint-Leu, nous sommes sur un secteur complètement urbanisé. Donc, on crée en effet une réflexion en cohérence avec ce qui se passe de l'autre côté, avec la commune limitrophe. Et une priorité 3, où là, nous sommes sur du plus long terme, puisqu'il n'y a pas de réseau et que nous serons à une autre échéance en termes de développement, eh bien, c'est l'extension de l'écoquartier. Et puis, pourquoi pas, prolonger le quartier des 3 étangs jusqu'à l'entrée de la commune face à la gendarmerie qui a été créée, de manière à retravailler aussi l'entrée de ville, l'aménagement de l'entrée de ville, et de faciliter la sortie des gendarmes, sans que ce soit, pour cette route qui serait créée depuis cet accès d'entrée de ville, sans que ce soit une voie de déchargement de la départementale via le quartier des 3 quartiers. Donc, 3 étangs, pardon. Donc, le principe du PADD, ce sont vraiment des orientations qui ensuite sont traduites par des orientations d'aménagement de projets un peu plus précises, jusqu'à ce que vous ayez un aménageur qui va travailler à la parcelle et que vous allez étudier avec lui le projet. Donc là, ce sont vraiment des grandes intentions qui sont ensuite traduites plus précisément. Et donc sur ce volet d'accueil de population qui se traduit en nombre de logements, nous sommes aussi dans l'obligation réglementaire de modérer la consommation de l'espace, de lutter contre l'étalement urbain et de définir un pourcentage de réduction de la consommation de l'espace depuis les 10 dernières années, puisque nous avons des échéances de calcul avec, selon l'État, les données entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, il y a eu 16 hectares, 10, qui ont été aménagés sur le territoire de la commune. Et suivant les évolutions réglementaires, à l'échéance 2031, ce sont 50% qui doivent être réduits. En fait, ce ne sont plus 16 hectares que vous devez consommer, mais 8 hectares au maximum. Ensuite, ce sera encore une réduction de 50 pour arriver en 2050 à 0 hectare de consommation agricole. Donc là, ce PLU aujourd'hui en révision, c'est une première phase de consommation réduite. Et donc, nous sommes sur un pourcentage, en effet, affiché de réduire de 50% la surface consommée des espaces agricoles, naturels et forestiers
sur la période 2011-2020 constatée. Donc, sur 21 et 2030, nous serons à 50%. Avec les surfaces que nous avons dédiées à l'habitat, la priorité 1, cela représente 5 hectares, mais nous avons 2,37 hectares de friches. Et quand nous aménageons des friches, cela ne consomme aucune surface, puisqu'il y a déjà eu de l'artificialisation et nous ne touchons pas à l'agricole, ni le forestier, ni le naturel. La priorité 2, nous avons 1,50 hectare de consommation. Et en priorité 3, nous sommes à 4,70 hectares. Oui. Déjà, une remarque, tout ce qui est en rouge, c'est parce que ça a été rajouté par rapport aux documents que vous avez pu recevoir. Et deuxièmement, tout ce qui peut être considéré comme terrain naturel, c'est plus que l'espace agricole. Le parc de la mairie fait partie des zones naturelles, puisque quand on regarde, c'est espace vert, arbres. Donc vous avez des parcelles, des fois, qui sont des parcelles qu'on appelle des dents creuses, qui font plus de... une surface généralement au minimum de 1000 m², qui peuvent être considérées comme des zones naturelles. C'est-à-dire que si on construit ces dents creuses, ça prend sur notre surface de zone naturelle. Je vais commenter moi-même le bas de la page et peut-être en vous demandant de revenir au plan global de la commune qui est quelques pages précédemment. Encore avant. Voilà. On voit bien la forme triangulaire de la commune, 13 hectares, et on voit bien qu'au milieu, il y a ce grand plateau agricole qui représente la moitié de la surface. Un quart, c'est la forêt, et sur le quart restant, il y a 15% de surface industrielle et 10% de surface industrielle et 15% de surface urbaine. Si on revient sur la partie agricole, vous voyez là une croisée de traits et un grand rectangle marron. C'est une curiosité que je dois vous expliquer, puisque c'est une des idées nouvelles qui peuvent ressortir du PLU. Il y a la traversée est-ouest qui correspond à l'histoire des déviations dans cette commune où, pour empêcher le trafic est-ouest de la route départementale 92, il y a eu de multiples projets en dessus de la commune, en dessous de la commune. Rien n'a jamais marché. Mais le projet qui était largement étudié par le conseil départemental au-dessus de la commune, sur le plateau, c'était de partir du rond violet sur la droite, qui est à peu près la zone du magasin Point P, d'entailler le coteau, de remonter perpendiculairement à la route départementale 12, qui est la route de Cramoisy, et puis après d'essayer de trouver un moyen de redescendre qui ne fâche pas trop les communes avoisinantes. Et c'est ça qui n'a jamais pu être trouvé. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? Deux choses. Que rien que pour desservir les activités actuelles de ce plateau, ça pouvait être intéressant quand même d'avoir une route qui monte du magasin Point P, si je reprends cette image. Les activités actuelles, c'est tout le trafic agricole général, le trafic particulier des betteraves qui est très concentré, la fin de la carrière, du remblaiement de la carrière, mais aussi les nouvelles activités qui sont arrivées depuis quelques années, c'est-à-dire le méthaniseur qui est juste à cet endroit-là, côté Saint-Leu, l'autre méthaniseur qui est juste à la frontière, côté Cramoisy, et puis demain aussi, on en a déjà parlé, le projet de parc photovoltaïque qui serait aussi forcément une source de trafic. Donc l'idée, c'est de se dire, s'il y a développement économique, il faudrait l'accompagner de cette voie de desserte qui permettrait de libérer un petit peu la rue d'Ardillères, qui vient d'être faite, de ce trafic supplémentaire. Et puis, de réflexion en réflexion, on s'est dit, mais finalement, à cet endroit-là de croisement entre cette éventuelle route et la route de Cramoisy, c'est là qu'il y a les deux méthaniseurs déjà. Et si on avait, dans une vision d'aménagement urbain, puisque c'est ça le sujet du PLU, et si on avait une idée, évidemment à moyen terme, hein, pas demain, de rajouter des activités agro-industrielles, c'est-à-dire autour de l'agriculture, comme le sont les méthaniseurs. Alors, de quel type d'activité on pourrait parler?
je les lise toujours dans le désordre et j'en oublie toujours une, donc je m'adresse aussi aux élus comme Eric qui vont me compléter. C'est quoi les activités qui utilisent des ressources agricoles et qui peuvent les transformer? Ça peut être l'activité autour de la forêt, puisqu'actuellement on a des camions qui viennent chercher des grumes et qui les emmènent en Belgique et après ça part en Chine quand même, dans des scieries. Donc et pourquoi pas une scierie, première chose. Les biodéchets, c'est collecté, on le voit en ce moment, mais il faut que ce soit traité pour être composté ou pour être méthanisé. Et ça, il faut une unité particulière. Ensuite, ça peut être des activités de compost de déchets verts qui ne sont pas forcément des biodéchets. Et puis, c'est là où j'en oublie forcément, conserverie. Voilà. Merci aux uns et aux autres. Dans le cadre du projet alimentaire territorial de l'AXO, on s'est rendu compte que même quand il y a des productions agricoles locales, s'il n'y a rien pour transformer et conserver, c'est le cas de le dire, les productions, il peut y avoir beaucoup de pertes en ligne. Donc, pourquoi pas ce genre d'activité? Il y en a une autre peut-être ou pas? Alors, hygiénisation, donc des retraitements des biodéchets pour les rendre aptes à être méthanisés. Donc ça, j'en ai parlé déjà. Il doit y en avoir une qui m'est encore échappée, mais vous voyez l'esprit. C'est vraiment des activités qui seraient en plein dans notre histoire, mais qui nous permettraient de nous projeter vers des activités industrielles de demain, sans nuisance, parce que les premiers habitants sont loin, et à partir du moment où les nuisances de trafic seraient gérées dans le cadre d'une voie supplémentaire. Voilà un peu l'idée à ce niveau-là. Je vous rends la main pour qu'on aille sur les autres thèmes. Non, vous pouvez encore passer la prochaine diapo. Et puis encore après, voilà. Donc on a l'axe concernant l'activité économique à développer, donc affirmer votre statut de commune tout en n'oubliant pas la compétence économique tenue par l'AXO, puisque évidemment, avec les transferts de compétences, beaucoup de choses se font par l'AXO. Donc voilà, donc on a évoqué le cœur de ville, la pérennité des activités économiques présentes, la place de la République, le développement de la zone industrielle du Renoir en absorbant 3 friches industrielles, la CCI, le parc Cassandre et Oison-Robé. On a le potentiel multimodal, évidemment, de la zone industrielle du Renoir, avec tout ce qui est installation ferroviaire à proximité de l'Oise, avec le fluvial. La friche de l'ancienne sucrerie, améliorer l'image de la zone artisanale des Lomprés, tout en essayant de trouver, puisqu'on a des risques naturels, des activités qui pourraient s'implanter sans mettre en danger les personnes et les matériaux, matières qui pourraient être stockés dans cet espace. Nous avons vu que vous aviez un potentiel important, patrimonial, naturel, donc il y a aussi le tourisme qui est un levier important dans l'économie, donc valoriser le potentiel touristique. Les structures d'hébergement, de restauration, en complément de tout ce qui est structure de plein air déjà existante. Vous avez la base de loisirs, le parc de la Garenne, le tourisme culturel, autour des berges également naturelles, puisque nous avons l'aménagement des berges avec l'Oise. L'activité agricole qui fait partie de l'activité économique, et donc avec en effet les méthaniseurs présents. Monsieur le maire a évoqué en effet le projet économique sur la partie agroalimentaire industrielle. Et ce que vous avez en rouge, eh bien, ce sont les éléments que nous avons apportés en complément après nos échanges avec l'État. Donc, des énergies renouvelables, faire des énergies renouvelables, une opportunité de développement économique. Alors, il y a déjà des projets, alors en résorption de friches ou pas. Nous avons le parc Cassandre et puis l'ancienne carrière avec des projets photovoltaïques. Diversifier la production d'énergie renouvelable, la méthanisation, le bois énergie, le solaire, alors que ce soit dans les activités économiques, les bâtiments, mais aussi chez les particuliers. Aujourd'hui, un bâtiment qui se construit de plus de 500 ou de plus de 1000 m², il y a une obligation de traiter la toiture en panneaux photovoltaïques, y compris les parkings avec des ombrières.
Et puis, profiter de l'aménagement numérique du territoire. Donc aujourd'hui, vous êtes déjà bien desservi. Donc ça peut être un levier pour accueillir de nouvelles entreprises. L'un des derniers axes est de préserver la mise en valeur du pays, préserver et mettre en valeur le paysage et le patrimoine naturel. Donc, ce sont des éléments recroisés que nous avons déjà évoqués dans les précédentes thématiques. Et puis, le dernier point est de gérer les risques et les nuisances. Donc, le débordement, donc les inondations, les ruissellements, les carrières, les matières dangereuses, tous ces éléments sont pris en compte, soit par des documents supracommunaux tels que des servitudes que nous imposons, qui nous sont imposés dans le document, soit des études supplémentaires qui ont été lancées, entre autres les ruissellements, qui viennent en effet compléter la base de données et traduire ensuite sur le document. Voilà, les risques routiers également, les nuisances sonores en fonction de la présence, de la fréquentation routière sur les départementales et le trajet des trains sur les lignes ferroviaires. Donc tous ces éléments, tous ces axes ont été traduits en effet sur votre commune sans apparition du cadastre pour rester sur des grands principes que nous allons traduire ensuite réglementairement durant le mois de mai. Un petit mot sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. On a dit, d'une part, l'axe nord-sud, qui est un nord-ouest-sud-est, je l'ai déjà dit, qui est la traversée du centre-ville, on y reviendra tout à l'heure, mais Madame Lefebvre a parlé aussi d'un axe est-ouest supplémentaire, d'un axe doux. En fait, quand on reprend le grand plan qui est là, on se rend compte qu'il y a d'une part, entre le haut du Neuillet et la Croix-Aude, il y a ce vallon du Val, en fait, qui lui est est-ouest, qui débouche sur la rue d'Ardillères, et juste en face, on repart sur les chemins de Richepennes qui traversent une zone de jardin qui n'est pas vraiment optimisée, puisqu'elle est très morcelée, et elle n'est pas du tout utilisée par l'association des jardins familiaux, qui, elle, est au-dessus du vallon du Val, en bordure du quartier du Haut-du-Neuillet, en fait. Donc, il y a sûrement quelque chose à faire pour cet axe est-ouest doux supplémentaire, y compris peut-être, il faudrait regarder en passant à travers le terrain communal qui est au bord de la rue d'Ardillères, de manière vraiment à créer plus de chemins doux, de cheminement doux à ce niveau-là. Tout comme, je n'ai pas besoin de le rappeler, le gros morceau qui est en train de démarrer, c'est le cheminement doux au bord de la rivière, qui est un sujet axo, mais sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc voilà, l'idée serait quand même de commencer à parler d'un cheminement doux supplémentaire pour bien ancrer l'idée que le prochain plan local urbanisme n'est pas une machine simplement pour créer des logements toujours plus. En fait, il y a bien cette attention à la qualité de vie qui doit progresser. Est-ce qu'il y a d'autres compléments que tu voudrais donner? Oui. Peut-être un mot quand même sur les risques, puisqu'on a déjà évoqué le lancement d'une étude sur le ruissellement. L'étude a commencé, ça y est, le cabinet est choisi et on a fait la première réunion de lancement. Donc, on se doit effectivement d'intégrer ces efforts dans cet axe 5 là, du plan local d'urbanisme en termes de gestion des risques, parce que on peut considérer que le risque de débordement de la rivière est un peu jugulé. Je croise les doigts et je ne m'engage pas à ce qu'il n'y ait jamais aucune crue, mais il y a en amont depuis 20 ans la création, depuis 30 ans, depuis les grandes crues de 1995, 93 et 95, il y a eu des aménagements importants par une institution qui s'appelle l'Entente Oise-Aisne. Je ne dis pas que ça limitera jamais tout risque de crue, mais il y a eu un gros travail. Là, maintenant, on est aussi sur le risque de ruissellement qui doit aussi être davantage jugulé, en fait. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Peut-être un rappel des dates, s'il vous plaît. Donc, en termes de procédure, donc, le débat de ce soir ouvre ensuite la traduction réglementaire. Nous avons 2 mois minimum pour traduire ce PADD. Donc, tout le mois de mai,
sera consacré au zonage, au règlement écrit. Nous avons prévu une réunion avec les services de l'État, puisqu'ils font partie aussi de la concertation côté État, le 18 juin 2025. Une réunion publique avec la population, donc concertation avec la population. Il va y avoir une exposition, des articles qui ont été publiés et qui seront aussi publiés, plus une réunion publique qui permettra de présenter l'ensemble du projet, une synthèse du diagnostic, ce projet que l'on évoque ce soir, plus sa traduction réglementaire. La date retenue est le 25 juin et l'arrêt du projet le 1er juillet prochain. À partir de cette date, du 1er juillet, vous aurez arrêté en conseil municipal le projet. Le dossier sera transmis au préfet et aux différentes personnes publiques associées qui auront 3 mois pour analyser et rendre un avis sur le projet. Au bout des 3 mois, vous recevez une synthèse. Chacun rend son avis de manière écrite. Et là, nous pouvons engager l'enquête publique. L'enquête publique, c'est le tribunal administratif qui nomme un commissaire enquêteur qui va se charger du bon déroulement de l'enquête, qui va recevoir les habitants s'ils le souhaitent, sachant qu'il y aura un document papier en mairie et une version dématérialisée également. Donc chacun pourra consulter soit en mairie, soit chez lui, à n'importe quelle heure le dossier. Cette enquête dure 30 jours et le commissaire enquêteur dispose également de 30 jours pour remettre son rapport, ses conclusions et son avis. Et quand nous avons le retour du commissaire enquêteur, eh bien, nous pouvons nous diriger vers l'approbation du PLU, donc une nouvelle réunion en conseil municipal pour finaliser ce PLU. On peut apporter des modifications après l'arrêt du projet, mais ça restera assez substantiel. Il ne faut pas modifier l'économie générale du projet. On peut en effet avoir connaissance d'un projet qui pourrait être intéressant dans les prochaines années du PLU, mais il faut que ça reste cohérent avec le nombre de logements, le nombre d'habitants que nous avons défini dans ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'était vraiment une synthèse, mais je pense que vous aviez pu consulter le document plus en détail. Voilà, il faut quand même qu'on ait, j'en suis sûr, un certain nombre de réactions, de questions sur ces grandes orientations qui nous semblent cohérentes, mais c'est à vous d'en juger à ce stade. Y a-t-il des questions ou des interventions? Bousculez pas. Oui, Renaud Pradinck. Est-ce que tu as un micro? Oui. Alors, j'ai 2 questions. Il y en a une, ça concerne le droit d'aménager des surfaces naturelles. D'après ce que j'ai compris, en 2031, donc en fait, on va perdre ce droit si on n'a pas aménagé les zones, les surfaces qui sont prévues, on va dire, enfin, qui sont autorisées. Après, on n'a plus de droit à ces surfaces, c'est ça? Alors, il y a plusieurs étapes, et puis la loi sur le ZAN, ça fait 2 fois qu'elle est remise en question, et il y a encore des révisions possibles, mais en gros, il faut ralentir. Entre maintenant et 2031, il faut ralentir de la moitié. Donc la période passée qui compte, c'était 16 hectares. On n'aurait donc plus le droit qu'à 8 hectares dans la première période du ZAN, en fait. Mais on peut faire moins. Et dans les comptes qui sont en train d'être faits, ce serait moins. Alors, ce n'est pas qu'on perd notre droit, c'est qu'on considère que notre développement urbain harmonieux n'a pas besoin de passer par des espaces naturels supplémentaires. On a parlé beaucoup de reconversion de friches, notamment la sucrerie. Sébastien a rappelé les dents creuses qui existent. Les actualités nous montrent qu'il peut y avoir des réflexions sur les anciennes fermes. Voilà, tout ça suffit pour assurer un développement urbain. Ce n'est pas qu'on perd, c'est qu'on considère qu'on n'a pas besoin de manquer de vertu pour développer la commune, en fait. Et effectivement, après 2031 jusqu'en 2040, il faudrait tendre vers le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que la différence doit être zéro entre les nouvelles surfaces qu'on prend et celles qu'on rend à la nature. Alors ça, on n'y a pas encore réfléchi, mais est-ce qu'il y a des zones qui pourraient être rendues à la nature? Dans certaines villes, c'est le cas, mais on n'a pas, nous, envisagé ce cas de figure.
Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui. Alors, du coup, j'enchaîne sur ma deuxième prie. question. Ça concerne la sucrerie. Alors, évidemment, on a tous, je pense que tous les habitants de Saint-Leu ont la volonté de se débarrasser de cette verrue, je dirais. Mais est-ce qu'il y a une évolution au niveau de l'architecte des bâtiments de France sur le statut de cette sucrerie? Il y a une évolution. Sébastien, qui a eu longtemps des relations aigres-douces avec le précédent, peut le confirmer. Je plante juste un peu le décor et puis Sébastien va compléter. Quand tu dis tous les habitants veulent s'en débarrasser, c'était pas forcément évident parce que ça fait partie du paysage. Et c'est un gros bâtiment qui assoit un peu l'image que Saint-Leu a de lui-même, c'est-à-dire quelque chose où il s'est passé de l'activité importante. Moi, quand je veux manquer de modestie définitivement, je dis Saint-Leu, il y a 3 cathédrales. L'église, qui n'en est pas une, mais on fait comme, elle est aussi grande qu'une cathédrale, la sucrerie et la centrale thermique, qui était la plus grande de France dans les années 50. Donc, en enlever une, ce n'est pas un rêve, mais c'est simplement que c'est de l'espace de centre-ville qui est stérilisé en ce moment, parce qu'au moment de l'acquisition, il n'y avait pas forcément toutes les réflexions sur l'utilisation, en fait. Pour finir sur l'ABF, ou plutôt pour venir sur l'ABF, oui, il y a clairement un changement d'approche entre le précédent qui disait « moi vivant, vous n'y toucherez pas », parce que quand je regarde Saint-Leu de loin, il y a l'abbatiale qui est l'Himalaya, c'est ses propres mots, et la sucrerie, c'est les Vosges, et donc il faut les deux. Voilà. Bon, c'était magnifique, hein, mais un peu irresponsable, parce qu'après, c'est à nous de gérer les conséquences. Non, le nouveau est beaucoup plus pragmatique. Et donc, d'abord, il a bien compris dès la première visite qu'on avait un sujet. C'est déjà bien. Et puis, il commence à évoquer aussi des pistes où on n'est pas obligé de tout enlever. On peut peut-être garder une partie le long de l'Oise, une petite partie le long de l'Oise, et puis, effectivement, disposer du reste. Donc, c'est quand même une sacrée évolution. Après, je laisse Sébastien parler quand même aussi des pistes de rénovation, parce que quelle que soit la solution, il faut quand même occuper davantage cet espace. Oui, donc l'ABF serait prêt à voir la partie arrière disparaître, la partie avant, vu que c'est encore des murs avec de la pierre qui quand même date d'une certaine époque. Pour l'instant, il n'en a pas encore fait son deuil, mais bon, les choses évoluent. Après, la problématique, elle est multiple. On a à la fois Norchim qui est juste à côté et qui sont bien là et on n'a pas envie de les faire partir. Donc il faut arriver à avoir une activité qui soit compatible avec eux. On a en même temps de l'autre côté du logement, donc jusqu'où on emmène le logement, quel type d'activité. Puis après, derrière, il faut trouver des investisseurs parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va coûter. Parce que qu'on garde ou qu'on démonte, c'est très cher, puisque le bâtiment de Norchim est en appui, c'est en appui, donc tout est interconnecté. Et le jour où on va faire tomber l'autre côté, il faudra faire attention que ça tombe pas chez eux. Donc c'est un sujet qui est très complexe. Donc il faut à la fois nous qu'on arrive à dire jusqu'où on met de l'activité, jusqu'où on met du logement, qu'on trouve vraiment la limite par rapport à l'activité de Norchim. Et puis après, derrière, il faudra trouver de toute façon des investisseurs parce que nous, on n'aura pas les moyens financiers d'y aller. On va être très clair. Ou alors on ne fait rien d'autre. Et on a parlé tout à l'heure de la place de la République qui est un gros enjeu et qui nécessitera quand même un peu de sous. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ta part? Non, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est une main levée que je vois. Tu peux te faire envoyer le micro, s'il te plaît. Ouais. Bonsoir à tous. J'ai plein de petites questions sur les différents axes. Je vais commencer par le premier. Il est question de mettre en valeur les jardins partagés. Alors, je vois que le terme est au pluriel. À proprement parler, nous, sur la commune, on n'a qu'un jardin partagé. Alors, est-ce que ce terme englobe aussi les jardins familiaux? Oui, c'est bien cette idée des deux zones dont j'ai parlé. Il y a une zone officielle de jardins familiaux gérés par l'association, donc à côté du Haut-de-Neuillet.
Et puis, il y a effectivement plusieurs idées à mener dans le quartier de Richpen. C'est ça qu'on appelle un peu jardin partagé, mais au sens un peu large, parce qu'il y a aussi un jardin partagé, je me tourne vers Marielle, qui est géré par des bénévoles à côté entre le cimetière et les services techniques, voilà. Et qui vise à produire pour les bénéficiaires de l'action sociale municipale. Et là, on parle plutôt effectivement de ce quartier de Richpen dont l'optimisation reste à concevoir. La question suivante, qui est plus une remarque dans l'axe 2. À un moment donné, on précise qu'on souhaite maintenir le niveau des équipements publics et des services à la population. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Ceci dit, le plus, c'est un engagement sur de longues années. Dans le contexte budgétaire actuel qu'on connaît, qui ne va sûrement pas s'améliorer dans les prochaines années, est-ce qu'on peut actuellement s'engager à maintenir un service de population sur les 10 prochaines années? Là, je pense que c'était un élément de cadrage des ambitions urbaines, parce que le PLU n'est pas proprement concerné par la finesse des services, de tous les services à la population, qu'ils soient culturels, sociaux, sportifs, etc. On est plutôt par rapport au transport, on est par rapport au commerce, on est par rapport, même aller plus loin, les voies douces. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment sur le territoire. Ok, merci. Là où il y a un vrai enjeu urbain, par exemple sur les commerces, et on a les cas en ce moment, c'est si on laisse les friches commerciales se développer, on aura beaucoup de locaux vides. C'est pour ça qu'il vous a été proposé de décider récemment la création d'une taxe sur les friches commerciales. De même, dans le PLU, on n'encouragera pas la transformation des locaux commerciaux en locaux d'habitation, parce qu'on a déjà affaire avec les surfaces qui sont adaptées à la création de logements ou à la réhabilitation de logements. On va essayer de garder notre énergie sur les surfaces commerciales, sur le fait de trouver des exploitants et de les accompagner. Dans l'axe 3, développer l'activité économique. Ma question porte sur les activités de la ville. Est-ce qu'on peut exclure certaines activités économiques? J'entends par là, je fais la comparaison avec Creil. Il y a certaines activités économiques qui sont réputées pour faire du blanchiment d'argent. Est-ce que nous, dans le PLU, on peut justement en exclure certaines pour s'affranchir de ce type d'activité? Ce n'est pas dans l'outil PLU que ça se passe, c'est dans l'outil résistance mentale à certaines personnes qui, effectivement, veulent aller très vite et nous prendre un peu de vitesse. Donc ça, c'est plutôt de la vigilance partagée qu'il faut avoir pour être en permanence au courant de quels sont les propriétaires qui veulent louer leurs biens, quels sont les agents immobiliers qui sont concernés, quels sont les gestionnaires, les porteurs de projets qui s'intéressent à nous, et leur montrer dans les contacts qu'on encourage beaucoup plus certaines activités que d'autres. Mais effectivement, et c'est un vrai sujet national, on manque d'outils. Oui, il existe des droits de préemption sur les fonds de commerce qui sont mis en place par certaines communes, mais ça veut dire qu'il faut avoir un budget qu'on n'a pas forcément nous pour acheter des fonds de commerce et les garder en conserve. Où il y a même des villes qui ont des droits de préemption sur les murs, mais ça, on l'a déjà, c'est le droit de préemption urbain. Mais là encore, on n'a pas forcément les fonds. Nous, ce qu'on veut encourager avant tout, c'est que dans les nouveaux ensembles, par exemple, c'est le cas Jean Massé, on prévoit 4 locaux commerciaux modernes et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est une manière d'orienter l'activité commerciale. Et de même, et c'est un vrai sujet, le très gros morceau de la requalification de la place de la République doit permettre de consolider l'existence des 15 commerces qui existent autour de cette place, sans parler des 2 qui sont à l'arrière. Et même si on prend toute la rue des Forges, ça en fait plus.
Et ça, c'est de l'aménagement urbain. C'est de l'aménagement urbain au service du commerce de proximité. Alors, désolé, j'ai le micro, je continue. Sur l'axe 4, les espaces naturels, on parle de berges de l'Oise, du bois, du plateau agricole. On ne parle pas des étangs communaux. Alors, je parle au pluriel parce qu'actuellement, on en a un. On va sûrement en avoir un deuxième avec le quartier des Trois Étangs, l'étang qui est entre le nouveau quartier et puis la départementale. Ça me paraît important de le rajouter en termes de préservation. Tu as raison, on va préciser ça. C'est vrai que l'affaire était un peu sortie de notre esprit parce que la rétrocession de l'étang des Trois Étangs, enfin plutôt l'étang Stradal, a été un peu repoussée en parallèle des délais supplémentaires que prend l'urbanisation des 2 hectares qui restent, qui ont été évoqués tout à l'heure, en fait. Mais ça doit faire partie d'une rétrocession à terme vers la mairie. Donc on va le préciser. Oui. Concernant les aménagements, justement sur les fameuses zones naturelles, je ne me souviens plus de la priorité. Il y en a un qui concerne éventuellement un futur quartier, rue du 19 mars. N'oublions pas qu'en contrebas de ce futur quartier, l'année dernière, on a eu des coulées de boue. Il ne faudrait pas que ce nouveau quartier rajoute de l'imperméabilisation dans la zone qui pourrait accentuer encore les coulées de boue, notamment chemin du Val. Donc si nouveau quartier devait y avoir, il faudra être extrêmement vigilant sur les eaux de ruissellement et sur les infiltrations à la parcelle. Alors c'est exactement la solution que tu viens de rappeler à la fin. C'est le même principe que ce qui a été fait pour l'écoquartier, par exemple. C'est bien le traitement des eaux pluviales à la parcelle. Pour l'écoquartier, ça a amené à 2 bassins de rétention qui font la joie des enfants, mais qui n'ont pas vu beaucoup d'humidité, tant mieux. Mais bien sûr, il faut se protéger dans cette... Alors le ruissellement, comme tu le sais, il vient plutôt du plateau lui-même et il s'enfile dans le vallon du Val, en fait. Donc il passe un peu à côté d'un éventuel lot à construire. Mais évidemment, il ne faut pas rajouter du risque au risque. Bien sûr. Et je vais terminer par les liaisons douces. On parlait de l'importance de bien relier les 2 parties de la ville qui sont séparées par la voie ferroviaire. Actuellement, il y a une liaison douce qui est la passerelle. On la connaît un peu tous vieillissante. Est-ce qu'à terme, d'ici quelques années, quelques décennies, il ne va pas falloir envisager son renouvellement? Et est-ce que ça ne va pas inclure est-ce qu'il ne va pas falloir mettre des emprises, réserver des zones au sol pour une future parcelle qui sera sûrement plus large que l'actuelle parce qu'il y aura sûrement des contraintes PMR à respecter? Alors, très bonne question qu'on va rajouter. Je vois Christelle qui est surprise de ce que je vais rappeler. Oui, à notre grande dame, la passerelle est communale. Elle a été rétrocédée par la SNCF à la ville il y a plusieurs décennies. Je pense que c'était pas forcément la meilleure décision de l'époque, parce qu'effectivement, maintenant, il va falloir tester son état. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans le compte-rendu qu'on doit vous faire avec Stéphane Hautecoeur de la réunion chez la sous-préfète, parce que ça fait partie aussi des réflexions sur le passage à niveau, qui est trop bas, enfin plus bas qu'il le devrait, à cause de ces 2 passerelles de chaque côté, qui amènent la hauteur à être limitée par la passerelle. Mais oui, on va rajouter le fait que on veut préserver les liaisons nord-sud. Donc il y a le passage à niveau 37, il y a la passerelle de la gare quand même qui existe, qui est extrêmement malaisée à gravir, la passerelle communale. Et puis souvenons-nous, on avait quand même imaginé dans nos rêves les plus fous, à partir du quartier des Trois Étangs, un passage plutôt au départ sous la voie ferrée, puis une passerelle nouvelle. C'était dans le cadre d'un aménagement des 2 côtés de ce terrain. Bon, on a un peu renoncé à ça. Donc la passerelle est un peu retardée dans le même temps. Mais c'est vrai que voilà, ces liaisons permettant de
passer au-dessus de la voie ferrée sont à privilégier à moyen terme. Ouais. Merci pour ces différentes interventions et questions. Frédéric Bettencourt. Oui, alors j'avais effectivement, Eric a pris une des questions que je voulais poser, donc ça c'est bien. J'ai vu par contre qu'on était déjà à 30% de logements sociaux dans la commune. Je pense qu'on est déjà on est dans les normes. Et pour les nouveaux habitats qui vont arriver, qu'est-ce qui est prévu comme typologie d'habitat? Alors en fait, ceux qui ont déjà été construits depuis 3 ans sont pile dans l'équilibre qu'on a souhaité, qui est même sanctuarisé par l'AXO dans son programme local de l'habitat. C'est-à-dire que on n'a jamais voulu que des logements aidés, même si il est normal qu'il y en ait et on en prend notre part. Par exemple, la résidence de pas d'ici du Quai d'Amont, elle n'a que 25% de logements aidés et 75% de logements intermédiaires, qui sont une gamme un peu au-dessus. De même, dans le quartier des Trois Étangs, il y a 30 logements d'accession à la propriété pour 40 logements aidés. Et dans la résidence intergénérationnelle, il y a 3/4 de logements intermédiaires également, en fait. Donc on a toujours cette mixité. Et le débat est évidemment pas de créer des quartiers avec que des logements aidés, en fait. Dans le programme Jean Massé qui est derrière, il y a également 3/4 de logements intermédiaires et 1/4 de logements sociaux. On aurait aimé faire de l'accession à la propriété, c'était envisagé au début, et puis ça c'est un peu, c'est devenu beaucoup plus difficile avec le retournement du marché immobilier, en fait. Bon, c'est vrai que peut-être que je n'étais pas assez précis dans ma question. C'est vrai qu'effectivement, il y avait l'aspect habitat social. L'autre question pouvait être aussi, quand je disais typologie d'habitat, c'est, par exemple, on parlait de l'habitat rue du 19 mars 62. Qu'est-ce qu'on verrait comme habitat à cet endroit-là, quoi? Est-ce qu'on est plutôt sur de la maison individuelle ou sur de l'immeuble? Alors justement, on a eu une période où il y a eu beaucoup de logements collectifs ou de maisons, de logements intermédiaires. Et là, justement, l'idée, c'est de créer, vous allez voir sur la partie réglementaire, ce qu'on appelle les OAP, ce qui va permettre dans chaque secteur un peu particulier, je prends par exemple les corps de ferme, de préciser exactement ce qu'on veut. Et là, on va vous proposer de se diriger plus vers du terrain à bâtir ou de la maison individuelle. Alors avec des terrains plus petits que ce qui se faisait dans les années 90-2000, parce que l'objectif maintenant, c'est d'avoir des terrains plus petits. Donc on sera plus sur des 600 ou 700 mètres carrés de terrain comme il peut y avoir avant. On sera plutôt sur entre 300 et 500 mètres carrés. Et on sera plutôt dirigé dans cette partie-là. Donc là l'idée, c'est on a développé une certaine typologie d'habitation pendant les 10 dernières années. Et là, c'est vraiment de réorienter pour garder l'aspect de Saint-Leu que l'on connaît. Voilà. Ça répond ? Oui, c'est ça. Non, là, clairement, l'impulsion doit être sur le logement individuel. J'en profite, lié à cette question-là, je commence à voir de temps en temps aussi des habitats partagés, voire intergénérationnels, où effectivement, plutôt que les personnes en EHPAD préfèrent aller dans des maisons effectivement à partager, c'est-à-dire avec des pièces communes, pour minimiser les coûts effectivement de construction. Est-ce que, voilà, même en habitat écologique, quoi. Alors déjà, il y en a 2 qui existent. Il faut partir de là. Donc la résidence, le foyer logement, qui s'appelle maintenant une résidence autonomie, 45 logements gérés par la ville, c'est bien de l'habitat intermédiaire au sens où les logements sont individuels, mais il y a des activités communes qui sont de plus en plus développées. Et puis, ce qui s'est fait dans le nouveau quartier des Trois Étangs, c'est une résidence intergénérationnelle avec volontairement la moitié des logements sur les 70 qui sont pour des familles et la moitié pour des personnes âgées, avec une animation commune qui vise toutes les semaines à créer des conditions de convivialité, en fait. Donc, on est vraiment là-dessus. Sur les prochaines opérations, à partir du moment où on est plus dans l'habitat individuel, c'est plus difficile de créer en même temps une animation collective.
Mais il faut quand même regarder peut-être certains petits projets, parce que ça peut être effectivement... il y a plein de concepts différents, hein. Ça peut être des pavillons, mais qui ont aussi un pavillon supplémentaire qui est un pavillon où les gens se regroupent, en fait. Ça arrive. Bon, souvent, c'est un gros lotissement qui permet de se payer un pavillon supplémentaire. Donc, on n'en est peut-être pas là-dessus. Enfin, il faudrait voir à certains endroits, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La fameuse formule de vivre ensemble, c'est pas du flou, c'est vivre ensemble avec les grandes tendances que j'ai évoquées au discours de vœux cette année, qui sont le vieillissement, la radicalisation, le repli sur soi, etc. Et ce que tu dis est évidemment une manière de lutter contre ça. Est-ce qu'il y avait d'autres thèmes à aborder? Non, merci. Sur ma gauche, à part Renaud qui a déjà... Je t'en prie, Laurent. Merci Frédéric. Alors Frédéric, il était dans la créativité et imaginer de nouveaux types de logements. Moi, je vais être un peu plus, je ne sais pas comment on dit, restreint. Je voudrais mettre l'accent sur l'axe 2 et notamment le premier point qui me paraît super important, c'est maîtriser la croissance du nombre de logements. En fait, on a eu un gros coup d'accélération ces 3 dernières années avec donc le quartier des 3 étangs, qui n'est pas allé à son terme encore, donc ça a ralenti un petit peu, mais initialement le projet était quand même très important. Puis derrière, la création Link City, au bord de l'Oise. Là, on a un mini-quartier qui se développe rue Salvador Allende. Et puis là maintenant, donc, on va en parler après sur le second point, la partie quartier Jean Massé. Donc on a quand même... on a présenté cela comme étant un rattrapage de tout ce qu'on n'avait pas fait pendant de nombreuses années, ce qui était vrai. Mais je pense que cette notion maintenant de maîtriser, par contre, cette croissance, elle est super importante. Et donc, voilà, ça c'était mon avis que je voulais partager. Pour aller jusqu'au bout de la phrase, on maîtrise la croissance en rapport avec la capacité des équipements publics. Alors, je voulais savoir quels étaient les équipements publics qui avaient été pris en compte, quelle était la capacité, comment ça a été calculé, et si la prévision en 2034 de 5300 à 5400 habitants correspond à la capacité maximale de la ville et des équipements publics actuels, ou est-ce qu'on doit imaginer pouvoir croître encore plus, ou si une croissance supplémentaire nécessiterait de nouveaux équipements publics. Voilà. C'est la question de fond, bien sûr, de l'aménagement urbain. C'est pas construire sans penser à autre chose. Je reviens quand même sur l'histoire du rattrapage parce que on peut plus se réfugier derrière ça, mais il faut quand même bien l'intégrer. Quand j'arrive dans cette ville, le premier recensement que je lis, c'est celui de 1999 qui donnait exactement 4867 habitants. Voilà. En 1999, ça veut dire qu'après, il y a eu un grignotage, après, il y a eu des fermetures de classes, etc. On a vécu quand même pendant 10 ans sur ces mauvaises nouvelles, et on est en train déjà d'en sortir avec toujours des doutes, parce que le nombre de logements, c'est une chose, mais le nombre de personnes qui sont dedans, c'est une inconnue, même si on connaît le nombre de pièces. Sébastien est beaucoup plus précis que moi sur les évolutions sociétales qui font que le nombre de personnes par logement est toujours en train de se réduire, en fait. Donc, en fait, le problème est l'inverse, c'est que on est obligé de construire plus qu'avant pour stabiliser une population. Je n'ai même pas dit la faire croître. Là, on évoque l'idée qu'on estime être à 5000, mais on en sera vraiment sûr que dans 2 ans, quand il y aura un recensement. L'évolution vers 5003, d'abord, effectivement, elle se fait sans avoir besoin de construire de nouveaux équipements, puisque l'inverse de ce que j'ai évoqué est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des classes vides, il y a des classes qui peuvent encore être de nouveaux supports d'accueil. Le travail pour Jean Massé, c'est aussi d'avoir un deuxième restaurant scolaire qui pourra être comme le restaurant de Jean-Baptiste Clément, qui pourra,
j'allais dire éponger, plutôt prendre en compte la croissance éventuelle des enfants. Et il faut savoir d'ailleurs que la croissance à la cantine, des repas à la cantine, elle est pas liée au nombre d'enfants, elle est liée au fait que le service est attractif et que de plus en plus de parents souhaitent mettre leur enfant à la cantine. En fait. Donc pour répondre précisément, il ne nous est pas apparu nécessaire de planifier de nouveaux services pour prendre en compte cette petite croissance. Et je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'on a précisément réglé pour que ce soit à service identique. C'est plutôt que ce qui semble se dégager avec Jean Massé, 80 logements, plus les fermes privées ou les quelques terrains qui sont vides, ça peut nous amener à ça. Mais on se doit dans un PLU de donner une estimation, mais ce n'est pas un objet, c'est pas une fin en soi, bien entendu. C'est une estimation de cadrage qu'on peut accompagner, mais effectivement, je parle sous ton contrôle, on n'a pas imaginé qu'il faudrait créer de nouveaux services à la population, des nouveaux équipements pour la population. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas l'évolution de la population avec les dernières livraisons de logements. Mais si on observe les écoles, le collège et les lieux de vie qui peut être un indicateur, on n'a pas augmenté puisqu'on ferme encore des classes au collège. Et en sachant que Précy-sur-Oise a quand même fourni pas mal de logements, que voilà, il y a eu beaucoup de logements, parce qu'on a vraiment un desserrement de la population. On a des logements qui sont en fait maintenant pour une famille, il faut 2 logements, puisqu'on a plus de 50% de la population qui est divorcée avec une garde alternée d'une semaine sur 2. Donc quand on dit ça, donc on a une augmentation de logements, mais pas forcément de la population. Voilà, alors après, les chiffres, on les aura dans peut-être 6 mois, ouais, ça doit être dans un an. Mais je suis plus pessimiste que Frédéric sur l'augmentation de la population. Voilà. Merci Frédéric. Alors, effectivement, les écoles et le collège, c'est un bon indicateur pour pouvoir voir quelle est notre capacité à augmenter la population. Après, il n'y a pas que ça. Il y a, Jean-Michel, il est directement concerné, les associations. Où est-ce qu'on en est? On est déjà full. Voilà, donc typiquement, ce sont des gens qui auront besoin aussi de partager des activités, des associations. Voilà, est-ce qu'on est capable de faire ça? L'école de musique, typiquement, est-ce qu'on est capable aussi? Après, on peut y rajouter peut-être la circulation. Alors, c'est un gros chiffon rouge qui fait peur, mais c'est vrai que c'est un sujet à Saint-Leu-d'Estran, la circulation, la voie ferrée. On a eu un gros événement encore tout récemment. Bon voilà, en fait, il y a plein d'impacts derrière tout ça, et je ne sais pas si dans le PADD, pardon, il y a une mini-cartographie sur ces sujets-là avec les risques encourus. Alors, merci. En fait, c'est vraiment des questions majeures de pratique et pas que d'équipement. Je m'explique. Pour le sport, on a retrouvé le nombre d'adhérents qui étaient à l'œuvre avant le Covid. Je parle sous le contrôle de Jean-Michel. Mais ça ne veut pas dire que dans les 5 ans, les clubs pourront garder leur cadre, leurs adhérents actifs, et que la pratique sera la même. Moi, c'est un peu comme Sébastien et le nombre d'habitants. Moi, j'ai un doute, et c'est aussi pour ça que j'ai fait part de ce doute dans le chapitre que j'avais appelé attention au désengagement et au repli sur soi, parce que la pratique, ça peut aussi très bien sportive, ça peut aussi très bien s'arrêter faute de cadre et pas simplement faute d'adhérents. On peut aussi renvoyer au fait que la pratique sportive, tendanciellement, elle est quand même de plus en plus individuelle. Les gens ont besoin de personnes pour aller courir, faire du vélo, etc. Donc ça c'est quand même un petit doute qui reste. Sur la partie déplacement, transport, nos difficultés, elles viennent avant tout du transport de transit. On sait précisément maintenant le trafic dans chacune des 2 grands axes départementaux, axes départementaux ou routes départementales. C'est du trafic de transit et notamment du trafic de camions. Donc ça, ce n'est pas lié à notre population intrinsèque. Évidemment, on peut toujours dire qu'il ne faut pas trop en rajouter,
D'où l'intérêt d'avoir des quartiers qui restent calmes. Mais c'est vrai que si on parle de la croix de l'activité départementale, on est sur une tendance qui, d'ailleurs, est liée à nos propres modes de vie. On consomme tous de temps en temps sur des sites internet et qui déclenchent des livraisons accélérées. On est tous un petit peu à l'origine d'une partie du trafic qui nous pose problème. On a aussi, et on en a reparlé avec la sous-préfète, on a aussi des camions qui n'ont absolument rien à faire là et qui devraient fréquenter les autoroutes si les gestionnaires acceptaient de payer un petit quelque chose pour prendre l'autoroute, en fait. Donc ça, c'est des sujets réels, mais qui doivent être un petit peu différenciés des conséquences de l'augmentation de la population. En tout cas, moi, je reviens au 5003. On peut laisser 5003 au lieu de mettre la fourchette 5003, 5004, et on peut dire au mieux, parce que c'est une estimation qui surestime peut-être la dynamique de la population compte tenu des modes de vie où quand il y a des séparations, en fait, les familles vivent finalement sur 2 logements au lieu d'un, en fait. Et ça, c'est quand même un mouvement majeur. Voilà. Merci pour ces questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie effectivement de ces échanges qui ne sont pas les derniers, on l'a dit, et qui nous permettent de prendre acte du fait qu'il y a eu un débat à ce stade sur le PADD. Voilà. Eh bien, merci pour ça. On vous libère, Madame Lefebvre, pour que vous puissiez regagner votre Normandie natale, peut-être. On va enchaîner sur un point qui est plus court, mais qui est important justement dans les grands chantiers urbains. Est-ce que tu veux le rapporter, Sébastien? Alors, en tout cas, je vous replante le décor si vous voulez reprendre la note de synthèse. C'est le point 5. Donc, dans le cadre, merci et bon tour. Merci. Dans le cadre du projet Jean Massé, donc, souvenez-vous des précédentes étapes. Le permis de construire a été accordé en décembre. Les recours ont expiré, la période de recours a expiré sans qu'il y ait de recours. J'ai signé la vente de nos 2 terrains pour une somme agréable à voir. Et maintenant, ce soir, c'est plutôt une somme dans le sens inverse, pas aussi forte que la précédente, mais qui consiste à faire la confirmation que nous faisons tout ça aussi pour acheter un local pour un futur restaurant scolaire qui fait vraiment partie d'un des intérêts forts du projet. Et on achète pour ça, on fait pour ça une vente en état futur d'achèvement, donc une VFA. Oui, j'aurais dû expliquer le terme OAP que tu as évoqué tout à l'heure, hein, orientation d'aménagement prioritaire, donc dans le PLU, autre sigle. C'est un mini-règlement qui consiste, comme l'a dit Sébastien, à montrer ce qu'on veut comme type de logement. Je reviens à notre sujet. Donc, une vente en état futur d'achèvement, c'est que nous allons payer à plusieurs reprises des tranches au fur et à mesure de l'évolution des travaux, de la progression des travaux de ce bâtiment. Il nous sera livré à la fin du gros œuvre pour des raisons de mise en concurrence, pour qu'on ne dépende pas du promoteur et qu'il n'y ait pas de soupçon de collusion que ce soit. Il y aura une mise en concurrence complète du second œuvre, des travaux de second œuvre, quand on en aura pris possession. Donc là, ce soir, c'est vraiment l'idée qu'on rappelle pourquoi nous avons fait ce projet et on parle plus précisément d'une promesse d'achat qui serait réalisée par la ville auprès de la société civile immobilière Les Ixias. On parle d'un local livré brut de béton d'une surface brute de 557 m². Je vous passe les détails après la virgule.
avec bien sûr le restaurant lui-même, les pièces de préparation des repas, qui seront vraiment en limite de la frontière avec l'école maternelle, ce qui permettra vraiment pour les enfants de l'école maternelle de limiter au strict minimum le nombre de pas à faire pour aller manger. Et donc vous voyez que le prix qui serait nécessaire, c'est 895 000 € hors taxe, avec une planification des paiements qui commence en 2025 où il n'y aura que 30%, 40% en 2026 et le reste à la livraison, parce qu'en fait, c'est un projet quand même de moyen terme qui a pris beaucoup de temps à monter et qui prend un certain temps à construire. On est d'ailleurs dans les réunions de préparation de chantier les plus détaillées en ce moment, avec un échange à venir avec les écoles pour expliquer vraiment les contraintes du chantier qui seront réelles. Personne ne peut dire que des travaux comme ça ne se fait sans bruit ni sans poussière, mais beaucoup est fait pour limiter les contraintes. Beaucoup de phases de travaux pendant les vacances scolaires. Ce sera le cas cet été. Un maximum de travaux le mercredi, un maximum de travaux en prévenant à l'avance pour que chacun adapte effectivement ses activités. Donc ça va être un beau travail de planification fine de chantier. On pourrait se dire, si on fait le lien avec le PLU de tout à l'heure, c'est une répétition générale pour ceux qui auront à la gérer de tous du genre de chantier qu'il faudra connaître si la réhabilitation de la place de la République se fait, en fait. Parce que là, il y aura aussi beaucoup d'impact pour les riverains en termes de stationnement. Évidemment, il ne s'agit pas de construire comme les 80 logements qui sont là, mais il y aura une planification des contraintes qui sera intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez des compléments? Je veux savoir s'il faut délibérer. Il faut délibérer, voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce qui vous est proposé, c'est-à-dire de m'autoriser à signer? Ce qui est une condition nécessaire pour le début des travaux, parce qu'autrement, le promoteur va se dire qu'il lui manque un client. Il a passé un accord déjà avec le gestionnaire de la partie logement aidé, logement intermédiaire et commerce. Et ce partenaire, je pense qu'on l'avait déjà évoqué, mais je le confirme, c'est l'OPAC de l'Oise, donc qui est un autre bailleur que ceux qui sont déjà présents et avec qui on commence à bien travailler. Mais il tient aux clients mairie. Y a-t-il des remarques? Oui. J'avais une question. On avait un plan effectivement qui a été fourni, c'est ça, hein? On avait un plan qui a été fourni. Alors, il est dans C'était bien pour la l'annexe. cantine. Je le prends et si on peut le prendre aussi. Oh là là, il est là. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux le commenter un peu plus que moi? De toute façon, pour l'instant, on est sur une coque vide, hein. Donc, le plan, c'est la surface complète. Et derrière, on aura tout l'aménagement à réaliser, que ce soit cuisine, espace de vie, cloison à monter. Donc, on a vraiment la livraison d'une coquille, ce qu'on appelle une coque vide, de 560 mètres carrés. Donc, nous, c'est la partie vraiment, le L, là. Après, ce qu'on voit, c'est ce qu'il peut y avoir au-dessus, c'est les accès des logements, parce qu'on a des voisins au-dessus. Oui, donc on va être en règlement de copropriété, là. Non, parce qu'on ne peut pas être noué dans une copropriété, donc c'est un montage... alors, j'ai plus le terme en tête, mais copropriété, on ne peut pas être en tant que commune dans une copropriété. Donc, c'est un montage intermédiaire, mais je n'ai pas le terme. Bon, il faudra que les habitants apprécient d'avoir des enfants avec une cantine scolaire qui fassent un peu de bruit tous les midis, quoi. Oui, mais ce ne sera pas une découverte, on le sait dès le départ.
Oui, une copropriété, c'est pas possible entre une personne publique et une personne privée. Donc, l'expression, je la recherche désespérément. C'est une division en volume, voilà, si c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un calcul de pourcentage ou de quote-part, effectivement, mais on est à 100% propriétaire d'un volume. Voilà. On sera appelé pour des quotes-parts de charges communes, mais pas parce qu'on est copropriétaire. Ça revient un peu au même, mais subtilité juridique. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à demander? Juste la surface, elle a été déterminée comment? C'est l'équivalent de Jean-Baptiste Clément, en fait. Oui, mais il y a des ratios normalement de nombre d'élèves pour des cantines. Quelque chose qui existe. Là, on est parti sur la base de Jean-Baptiste Clément qui marche que sur un seul service et qui est capable à l'heure actuelle d'accueillir l'ensemble des enfants à la fois de l'école primaire et de l'école maternelle. Donc on est à peu près sur les mêmes effectifs. Et si on avait une augmentation du nombre d'élèves, il suffirait de changer l'organisation et de passer en 2 services et on pourrait quasiment doubler le nombre d'enfants qui pourraient manger. Alors ça aurait un impact sur les coûts communaux puisque si on double le nombre de services au niveau du personnel, il faudrait du personnel supplémentaire pour en avoir dans la cour. Parce que là, à l'heure actuelle, tout marche en un seul service, donc le personnel est en deux services. Ils sont même à 3 services. Mais alors, si je prends l'exemple de JBC, à l'heure actuelle, JBC, il faut rentrer les enfants et quand tous les enfants ont fini de manger, ils les font sortir, ce qui fait que le personnel qui est à l'intérieur, il est avec l'extérieur. Si demain, on veut augmenter la capacité du service, on met des personnes dans la cour qui les accueillent et on fait un flux continu et on peut augmenter de façon significative le nombre d'enfants. Et je rajoute que le principe pédagogique qui sera possible, Frédéric, avec ce nouveau restaurant, c'est le principe du self. C'est-à-dire, comme à Jean-Baptiste Clément, où les enfants d'élémentaire portent leur plateau, choisissent leur plat et prennent leur plat et portent leur plateau, ce qui est un bon principe d'autonomie. Ce sera possible aussi avec le nouveau restaurant en bas, alors qu'actuellement, ce n'est pas du tout pratiqué à la salle agriculture. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Bon. Alors, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre l'autorisation qui me serait donnée de signer cette acquisition? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, je vous remercie à l'unanimité. Un mot en question diverse donc, sur notre rendez-vous avec Stéphane Haucoeur chez Madame le sous-préfet. Elle m'a appelé le soir même du 18e accident. Je lui ai rappelé que c'était de plus en plus inquiétant puisque cette fois-ci, il y a eu un arc électrique qui s'est déployé et qui a traversé le camion et qui a fait éclater 3 pneus du camion. Le chauffeur était un peu terrorisé à l'idée d'avoir échappé à quelque chose. Donc, je lui ai redit qu'il fallait vraiment reprendre les discussions qui avaient été ouvertes il y a 2 ans en sous-préfecture. Et on regrettait beaucoup que ces discussions n'aient pas pu donner lieu à un véritable plan d'action précis. Donc, elle en était elle-même un peu vexée. Et elle a eu à cœur, je pense, à la réunion de marteler qu'il fallait un plan d'action. Et elle en fera quasiment elle-même le compte-rendu pour que ça ne se perde pas cette fois. Donc, je vais évoquer les thèmes et puis Stéphane va préciser. Le premier thème, c'est qu'il est absolument scandaleux que la SNCF continue à ne pas porter plainte quand son passage à niveau est choqué à ce point ou est détruit à ce point. Et on l'a encore vu au nouvel accident, puisque 9 jours après les faits, au moment de la réunion, la SNCF n'avait toujours pas porté plainte. Donc on s'est un petit peu agacé là-dessus et la SNCF devait porter plainte aujourd'hui. Et j'ai dit que si ce n'était pas le cas, et je vérifierai, nous porterons plainte nous-mêmes, et pas que contre le transporteur, parce qu'au bout d'un moment, l'obligation de sécurité, elle s'applique aussi à la SNCF. Alors évidemment, ce n'est pas elle qui a détruit elle-même son portique. C'est avant tout un problème de transporteur qui, une fois de plus, on l'a vu avec les images vidéo, a chargé trop haut sa remorque.
Donc c'est un manque de professionnalisme évident et qui est extrêmement agaçant. Et c'est pour ça qu'il faut une plainte, pour marquer le coup sur les responsabilités. Parce que si ça se traite qu'entre compagnies d'assurance, le message ne se transmettra pas dans la profession de faire vraiment attention. Le deuxième sujet, c'est pourquoi le camion était là alors qu'il allait de Bellois en France à Pont-Sainte-Maxence et qui a à l'évidence un trajet par l'autoroute qui est beaucoup moins dangereux, mais un peu plus cher. Donc c'est tout le sujet d'aller au-delà de la charte de bonne conduite des transporteurs qui a été élaborée par le conseil départemental, qui était présent à la réunion, mais à qui j'ai rappelé que maintenant il va falloir faire quelques exemples également en poussant vraiment les transporteurs à expliquer pourquoi ils ne sont pas capables de prendre de meilleures décisions. En fait. Ensuite, il y a la signalétique, et là je laisse Stéphane évoquer ce qui avait été demandé par nous et ce qui a été accepté cette fois-ci. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, on s'est retrouvés 2 ans après au même endroit avec quasiment les mêmes personnes pour relater les mêmes faits qui auraient pu avoir d'autres conséquences, puisque comme Frédéric l'a dit, c'est la première fois que les 2 gabarits ont basculé. Ça aurait pu tomber sur la caténaire. Pour information, c'est 25 000 volts. Je vous laisse imaginer. Aujourd'hui, le camion qui s'est retrouvé avec un bâchage mal fait, puisque une barre sortait de presque 1 mètre à 1,10 m du bâchage, donc il a arqué sous la caténaire. Donc, ce qui a causé l'électricité, comme l'électricité va au sol, a fendu totalement les disques du camion qui eux-mêmes ont crevé les pneus du camion. Donc, on a pu voir que les gabarits auraient pu tomber aussi sur des véhicules qui passaient ou des pitons qui auraient pu être là aussi. Donc là, on a vraiment frôlé. On a pu relater. Je pense que Madame le sous-préfet a vraiment pris conscience du danger que cet accident a pu causer. Et donc, on est revenu sur les propositions d'il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, la commune avait proposé que, en amont du gabarit, donc si on fait côté Saint-Maximin, avant le pont, il y ait un gabarit laser. Aujourd'hui, on est quand même en 2025, il y a des méthodes qui ont un petit peu évolué. Ce gabarit laser permettrait aujourd'hui que si un objet coupait celui-ci par un moyen numérique, une photo de face, oblige le camion ou l'avertisse nominativement de tourner en venant de Saint-Maximin, quai d'Amont, donc tout de suite à droite. Et si on prend de l'autre côté, au niveau de Jean Jaurès, le même système qui l'obligerait de repartir rue Pasteur. C'est une solution qui avait surpris tout le monde. Donc je m'étonne quand même, les années passant, qu'on ne suive pas le progrès. Et il devait y avoir simplement des signalétiques de flash, de tri-flash pour rappeler la hauteur. Dans les 18 accidents, les chauffeurs étaient persuadés de passer à la hauteur de 4,20 m. Sauf que, non. La preuve en est, c'est qu'ils ne respectaient pas justement cette hauteur. Et heureusement, la caténaire est bien entendu supérieure à 4,20 m, sinon vous imaginez les dégâts que ça aurait pu faire. Donc on a réitéré notre demande de portique. On a apporté des noms de communes qui l'ont déjà mis en place. Alors je ne vous dirai pas le nom parce que c'est dans le Grand Est et je n'ai pas fait alsacien en 3e langue. Mais voilà, ils ont pris note, on leur a donné. Le conseil départemental se renseigne, va travailler, on va pouvoir travailler ensemble. Après, on parlera finance, puisque aujourd'hui, un panneau, c'est 2 000 €. Un portique, je pense qu'il y a peut-être un zéro de plus. Mais pour en revenir à la SNCF qui ne porte pas plainte, effectivement, aujourd'hui, quand on fait un constat, puisque c'est un genre de constat, c'est du civil et les assurances entre elles parlent vite, mais aussi quand il y a une réflexion comme il y aura sur notre portique, certainement juillet ou août, qui va nécessiter encore la coupure de la départementale pour que les agents SNCF puissent travailler entre 5 et 8 heures quand même de réparation, puisqu'il faut remettre les poteaux de part et d'autre, les sceller au sol, remettre un gabarit solide. Donc voilà, et on se rend compte que lorsque les assurances travaillent entre elles, elles ne travaillent que sur le moment
et donc les actions qui sont menées quelques mois après ne sont pas prises en compte. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes déjà perdent de l'argent, donc c'est dommage, mais c'est vrai qu'il faut vraiment accentuer. 18, alors, on va mettre 17 parce qu'on attend que si le dépôt de plainte a été fait aujourd'hui, mais demain avec Frédéric, nous sommes à la brigade de gendarmerie, donc on pourra le vérifier en direct. Mais j'ai, moi, déposé au nom de la commune une fois plainte, justement, contre le chauffeur de précédent accident, mais c'est le seul dépôt de plainte qui existe. Donc voilà où on est. On suit, bien entendu, le compte-rendu que Madame le sous-préfet va pouvoir nous transmettre, et aussi une nouvelle, miraculeusement, je ne sais pas si c'est le terme, la SNCF, on pourrait rentrer maintenant dans le principe de passage à niveau dangereux, puisqu'il est classifié. On l'a appris en direct vendredi dernier. Donc un dossier doit être mis en place, comme quoi ce passage à niveau est maintenant classifié dangereux, et donc des aides, des améliorations, un travail va pouvoir avancer. Maintenant, de quel ordre, je ne sais pas. Nous, on a apporté des pistes. On attend maintenant que les discussions et le travail va aboutir sur quelque chose. Merci. Alors, je rebondis sur le terme PSN, puisque là encore, c'est un sigle, c'est passage surveillé nationalement. Il n'y a pas la notion de danger, mais évidemment, on sait que c'est parce qu'il peut y avoir un danger. Et le paradoxe, et c'est pour ça que tout ça a été très agaçant, c'est que c'est nous qui avons demandé en 2023, lors d'une visite de sécurité de la SNCF, que ce classement soit réalisé. Ça avait été oublié dans le compte-rendu, il a fallu qu'on remette ça sur le tapis, alors que finalement, on pourrait être les premiers à ne pas souhaiter d'avoir cette marque sur notre village, notre ville, mais par sens des responsabilités, on préfère y aller. Et c'est la SNCF qui a oublié ce sujet, alors qu'ils nous ont dit qu'il y avait 21 passages de ce type en Île-de-France. Donc, on n'est pas les seuls, quoi, en fait. Par contre, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'effectivement, il faudrait aussi qu'ils réfléchissent à leur propre sécurisation et qu'ils subventionnent éventuellement un certain nombre de solutions auxquelles on pourrait penser. Et ça leur plaisait moins. Donc là, ils vont devoir le faire. Sur la signalétique que tu as évoquée, Stéphane, donc on est d'accord. À court terme, il va y avoir les tripodes lumineux qui vont être triflash, pardon, merci, qui vont être payés par le Conseil général pour une partie et par nous pour une petite partie. Voilà. Donc on parle de 2 000 €, effectivement. Donc ça va être lancé enfin. Et puis il y a la réflexion sur les lasers dont Stéphane a parlé. Voilà, je pense que là, on couvre l'ensemble des sujets qui ont été évoqués. Et bon, réunion encourageante, mais il a fallu se battre. Voilà, il n'y a pas d'autres questions diverses à ce stade pour les élus. Je vais vite. Pour le public en présentiel, nombreux. Je ne vois pas de main qui se lève. Toujours par acquis de conscience au niveau Facebook, rien, très bien. Dans ce cas-là, je vais vous proposer de lever la séance publique et puis on va rester quelques minutes entre élus si vous le voulez bien.